Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre fidélité. Nous sommes déjà à la dernière séance de ce cycle et bien sûr, je n'ai pas épuisé l'histoire de la bande dessinée. Tant d'auteurs, tant d'autrices, tant de planches, tant d'œuvres que j'aurais pu évoquer. C'est la dernière chance pour certains d'entrer dans ce cycle, mais pas bien sûr d'entrer dans l'histoire de la bande dessinée. Elle est plus large, elle est infiniment plus large et plus diverse que ce que j'ai évoqué ce soir. Et pourtant, que ce que je vais évoquer ce soir, ce que j'ai évoqué cette année. Et pourtant, dans cette conférence qui aura un peu des allures de conclusion, je vais aussi prendre quelques chemins de traverse et aborder peut-être 2 ou 3 points théoriques que je n'avais fait qu'effleurer au cours des précédentes conférences. Et après tout, il y avait peut-être, par-delà les éléments historiques, sociologiques, esthétiques, il y avait peut-être une question fondamentale qu'il aurait fallu évoquer dès le début et que j'ai retardé longtemps et que je ne peux pas retarder plus longtemps. Avant de réinventer la bande dessinée, il serait peut-être temps de la définir, de savoir ce que c'est. Mais vous le savez, les définitions tendent souvent à enfermer, à circonscrire, à exclure les œuvres muettes, par exemple, ou les œuvres de non-fiction, ou tant d'autres choses. Alors que j'ai cherché tout au long de ce cycle, et en stimulant vos désirs de lecture ou de relecture, j'ai cherché à ouvrir. Mais pourtant, il faut bien se demander ce que c'est que cette bande dessinée. Et somme toute, la meilleure définition que j'ai trouvée n'est pas la mienne, c'est celle d'Art Spiegelman. Elle est courte, elle est peut-être inattendue, parce que quand on cherche à définir la bande dessinée, on parle souvent de son support imprimé, même s'il peut y avoir d'autres formes d'existence, on en dira un mot. On parle souvent, à la suite de Töpfer, de l'association des mots et des images. C'était dans la définition töpferienne une clé, et ça reste une clé, mais nous avons vu que la bande dessinée pouvait aussi suivre d'autres chemins. Et ici, je trouve qu'en quelques mots, l'auteur de Maus et de À l'ombre des tours mortes nous donne une définition parfaite. Cartooning. Cartooning, c'est faire de la bande dessinée. Souvent, les auteurs américains parlent d'eux-mêmes comme de cartoonistes. Il n'y a pas l'idée de dessin animé. Chris Ware dit « Life as a cartoonist is very difficult », ce genre de choses. Donc, cartooning, faire de la bande dessinée, is the art of turning time back into space. Je ne l'ai pas traduite parce qu'elle n'est pas si simple à traduire, mais nous pourrions dire, ou nous pourrions approcher cette phrase en disant c'est l'art de faire entrer le temps dans l'espace ou de traduire du temps en espace ou de ramener le temps à de l'espace. Et c'est autour de ces notions, très concrètement, que cette conférence terminale va jouer, va tourner. Alors, il faut revenir à l'origine, à ce qui est reconnu comme l'origine, à ce dont j'avais parlé non pas l'année dernière, mais celle d'avant. Rodolphe Töpfer, cet auteur, romancier, critique d'art, caricaturiste, inventeur et théoricien de la bande dessinée, Rodolphe Töpfer, le Genevois. Il faut penser à ce que Töpfer met en place, par exemple, dans cette page que vous peut-être voyez de manière un peu diffuse, un peu diaphane, comme elle a été reproduite sous forme de livre, l'histoire de Monsieur Pencil. Je vais vous montrer seulement 2 pages, le tout début. Que fait Töpfer? Eh bien d'abord, Töpfer, qui parle de littérature en estampes, nous propose une bande dessinée. Le livre de Töpfer, tous les livres de Töpfer, toutes les histoires de Töpfer, mises bout à bout, pourraient former une longue bande. On pourrait parfaitement, puisqu'en plus les pages des histoires originales n'étaient imprimées correcto, on pourrait parfaitement, si ce n'était sacrilège, découper un livre de Töpfer et
en faire une immense frise, une bande. Et l'on verrait là quelque chose qui s'impose très fortement, c'est que ce qui préoccupe Töpffer, c'est déjà ce dont va parler Spiegelman, c'est de transformer du temps en espace. Une histoire qui va se clore et qui va courir comme un vecteur de gauche à droite. Si l'on regardait les pages de cette façon, on verrait que la direction du regard, la direction du personnage, le mouvement du récit, tout épouse ce mouvement de l'œil, tout traduit du temps en espace. On commence pourtant par de l'immobilité. J'aime beaucoup cette séquence parce qu'elle illustre en même temps toute la nostalgie de Töpffer, qui avait rêvé d'être peintre comme son père et qui ici nous présente ironiquement un peintre, Monsieur Pencil, bien nommé, qui est artiste, encore que le pencil c'est plutôt du côté du crayon, donc déjà la peinture s'en va, on est plus proche de l'instrument même dont se sert Töpffer. Monsieur Pencil, qui est artiste, regarde la belle nature, il fait un croquis, il en est fort satisfait, et par certains côtés, il est immobile, il tourne sur lui-même, il tourne autour de son dessin et en est satisfait de face, de profil comme de dos. Le récit pourrait s'immobiliser, le temps pourrait se figer. Si ne survenait ce premier moteur de la bande dessinée, qui est le vent. Le vent, c'est le mouvement. Le vent va faire voler la casquette de Monsieur Pencil et puis bientôt son dessin. Que faut-il poursuivre ? Comment se lancer à la poursuite de ce dessin immobile, devenu dessin mobile, devenu mouvement, devenu séquence? Voilà le point de départ de la bande dessinée. Un point de départ brillant, car par-delà l'association mixte du texte et de l'image, c'est bien déjà de cette narrativité traduite dans un espace linéaire qu'il s'agit. Et puis, le temps passe, et au tournant des 19e et 20e siècles, aux États-Unis, avec les superbes Sunday Pages des fameux journaux américains, ces Sunday Pages en couleur, on va avoir la conquête non plus du strip, non plus de la continuité narrative, mais de la page. On peut se servir de la page en mêlant, en composant un effet récit et un effet tableau. J'ai parlé de cela il y a bien des années dans le petit livre « Lire la bande dessinée » qui existe toujours en chant, qui est un peu plus théoricien que ce que j'ai raconté cette année. Et donc, il y a bien ces deux choses. Il y a bien, dans une page de Mackay, du simultané et du successif. Et ça, c'est fondamental pour comprendre la bande dessinée, pour comprendre une grande partie du travail des artistes de bande dessinée. Du simultané, c'est-à-dire une image globale qui vient vers nous, qui s'impose à nous, et dans le format du New York Herald, très imposant, imaginez les enfants de l'époque, mais même les adultes étant là comme face à un parc d'attractions, voyant quelque chose qui s'impose à eux d'un coup, qui forme une image globale, et en même temps, vous le voyez bien, cette image globale, elle est amenée à être lue, à être décomposée, elle est aussi une progression. Il y a du simultané, il y a du tabulaire, mais il y a en même temps du successif, il y a du temporel, il y a du linéaire, il y a un entrecroisement subtil et extraordinaire d'espace et de temps à l'intérieur d'une même page. Si nous ne faisions, mais il faudrait être aveugle, si nous ne faisions que lire les cases une à une, comme si nous avions des œillères, littéralement, qui nous permettaient de nous focaliser sur les images une à une, nous perdrions le tabulaire. Si nous ne faisions que regarder de loin cette page, nous n'entrerions pas dans ce qu'elle nous raconte, un rêve de plus du petit Nemo, dans ce slumberland qu'il continue d'explorer et qui est peut-être l'autre nom du médium bande dessinée. Le rêve chez Mackay, c'est le véhicule du dessin. Le dessin, c'est ce qui va entrer en liberté dans un jeu de métamorphose avec la forme bande dessinée, quelque chose qu'on cherche à chaque fois à réinventer. Alors ça peut sembler simple, mais ce qui est extraordinaire chez Mackay et chez quelques autres, c'est que chaque semaine, à chaque page, ça se réinvente. Regardez ici ce jeu extrêmement insolite de cases d'allure égale, de cases carrées,
surmonté d'un titre qui y pénètre et qui contribue au caractère décoratif de l'ensemble. Regardez cet effet qui se crée à partir de peu de choses, une situation simple, un petit enfant, un jouet en forme d'arche de Noé, et puis cette prolifération qui va déborder de la case. Eh bien, si on observe bien ce qui se passe, on s'aperçoit qu'il y a un jeu constant entre une apparence de fixité, une sorte de mouvement de caméra qui semblerait s'approcher, et en même temps, une manière pour les éléments qui composent les cases de grandir. C'est un mouvement impossible qui nous est proposé là. C'est un mouvement complètement insolite où certains éléments, comme le petit Nemo, gardent leur taille et où le monde autour de lui et les animaux, les plus petits d'abord, puis les plus gros, mais aussi même les plus petits qui s'animent et grandissent et se mettent à vivre, ils sont là à faire du Spiegelman, ils sont là à transformer l'espace, le petit espace de la chambre, l'espace plus grand de cette arche de Noé qui est une boîte aux merveilles, transformer tout ce temps en un espace d'un type nouveau et nous permettre des lectures diverses. Beaucoup d'auteurs du début du siècle, ici Herriman avec Crazy Cat, beaucoup d'auteurs qui, pendant la semaine, produisent du strip, donc continuent à faire du Töpfer, et souvent en noir et blanc, nous produisent un petit récit à chute. Beaucoup d'auteurs, pour les pages du dimanche, s'amusent à ces compositions qui doivent d'abord séduire, captiver, être par certains côtés des tableaux, des posters que l'on accrocherait sur le mur, que l'on garderait, que l'on découpe, et en même temps, des petits récits qui viennent s'y organiser. Vous retrouvez cela chez un des auteurs les plus remarquables de la période, un peu moins connu que Herriman ou McKay, qui est Frank King avec Gasoline Alley. J'ai déjà montré plusieurs exemples, mais vous comprenez fort bien, à travers là, ce jeu explicite sur le médium, cette manière de placer un losange dans un rectangle, qui est l'un des jeux favoris de Frank King, vous voyez très bien comment la bande dessinée se met en abîme constamment, et notamment à travers un objet que l'on retrouvera fréquemment, les échelles ou les escaliers. L'échelle de la page. L'échelle d'une page qu'on parcourt en tous sens, qu'on monte ou qu'on descend, et dont on peut se servir pour créer de nouveaux paradoxes, pour créer de nouvelles manières de lier indissociablement espace et temps, puisqu'au fond, confronté à une page, et cette écriture de la bande dessinée américaine du début du siècle, c'est vraiment une écriture de la page et pas une architecture du récit global. Les liens d'une page à l'autre, semaine après semaine, sont assez mous, et après tout, les lecteurs ne voient pas tous toutes les pages. Ce qui compte, c'est d'une certaine façon de nous faire tourner en rond le plus longtemps possible sur cette page, de nous captiver, de nous capturer, de nous faire rester le plus longtemps possible dans cette toute petite chose. Ça se continuera d'ailleurs bien plus tard, par exemple avec la densité des pages de Black et Mortimer par Edgar Jacobs. C'est aussi donner au lecteur le plus possible un petit condensé d'espace et de temps dans une seule page, chose que la publication en album quelquefois altère et transforme. Donc voilà les questions qu'on se pose autour de 1900, 1910, 1920 sur la scène américaine, mais aussi, et on le sait moins parce que longtemps ça a été occulté, sur la scène française. Bien sûr, certains auteurs, comme ici Benjamin Rabier, n'utilisent pas la bulle. Ils travaillent sur d'autres paramètres, ils continuent par certains côtés le principe des images d'Épinal, mais en même temps, ils sont bel et bien eux aussi confrontés à cette étrange synthèse, cette étrange dynamisation de l'espace devenu temps, cette manière de raconter une histoire à partir d'éléments stables et pourtant en transformation. J'ai parlé des échelles et des escaliers, mais les jambes appartiennent exactement à la même logique. Mobilité, immobilité. Un instant de la case qui n'est pas exactement l'instant de la photographie, qui condense du temps, qui se demande comment
avec tout cela, avec toute cette immobilité, on peut créer cette sensation de mouvement. Et bien sûr, ces auteurs, et beaucoup d'autres de la même période et des périodes ultérieures, savent qu'ils tiennent avec ce médium, avec ces grandes pages de journal, avec cette possibilité d'imprimer la couleur, qu'ils tiennent quelque chose qui doit être pris en compte en tant que tel si l'on veut vraiment s'en servir, faire autre chose que de l'illustration, faire autre chose que du dessin de presse et de la caricature, faire autre chose que de la littérature. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler les cases et les textes, il ne s'agit pas seulement de produire des personnages truculents et de bons dialogues, il s'agit de produire quelque chose qui ne peut se faire que sur ce support-là, avec ces outils-là. Il y a souvent, et vous pouvez le constater en regardant les films de Lumière, ou dans un tout autre registre, ceux de Méliès, il y a souvent, à l'orée d'un médium, l'envie de tirer parti de toutes ces spécificités. Et les sophistications de la mise en abîme, les jeux avec le médium, on pourrait presque dire le corps à corps de l'auteur avec son médium, sont d'autant plus forts que ce médium est jeune. C'est une règle qu'on vérifie très souvent. Et ici, dans cette page d'un auteur moins connu, Luc Le Guet, paru dans la Jeunesse illustrée en 1908, nous remarquons que même si le texte n'entre pas dans l'image, reste apparemment sagement sous les images, deux lectures se mettent en place, évidemment, une lecture horizontale, sensible à la continuité, et une lecture verticale qui nous fait comprendre l'histoire, comment un incendie peut-il s'éteindre de lui-même. C'est de nouveau une boucle qui est proposée, car ce qui va mettre le feu à la maison finira par faire fondre la tuyauterie et, en libérant l'eau, éteindra. Et donc, boucle temporelle parfaite, manière de concevoir un récit qui n'existe que dans la page, pour la page, et qui, d'une certaine façon, ne peut pas se continuer. Dans les années qui suivent, et disons particulièrement dans la bande dessinée dite classique, aux États-Unis comme en Europe, ce qui va se mettre en place, c'est une rhétorique du récit. Car il ne s'agit plus simplement d'épater par une page, il ne s'agit plus de produire une petite séquence poétique ou humoristique, comme chez Herriman, comme chez McKay, il s'agit de raconter une histoire. Et raconter une histoire, ça va introduire une dimension de plus. Il y a le strip, et chez Hergé, il y a des strips, il y a des lignes parfaitement composées, il y a la page qui forme une unité, et c'est particulièrement sensible dans les Tintins en noir et blanc, avant que ces mises en page, si subtilement mises en œuvre, ne soient en quelque sorte malmenées par le passage à la couleur, le passage des 3 bandes aux 4 bandes, qui va littéralement déstructurer, décomposer un certain nombre de pages et créer des assemblages plus ou moins heureux. Quand on lit les Tintins en couleur, on est pris par le récit, on sent les harmonies chromatiques, mais en même temps, quelque chose comme ce qui se met en place là va disparaître. Or, que fait Hergé ici ? Eh bien, il essaye de garder quelque chose de l'unité organique de la page. La page commence par quelque chose. Milou a disparu, Milou a été enlevé. Il faut se lancer, s'élancer, et on est aux États-Unis, et donc on peut imaginer qu'il ne s'agit pas d'une petite maison bruxelloise ou même d'un petit immeuble parisien haussmannien, mais bien d'un gratte-ciel. Donc Tintin, tout énergique soit-il, va devoir courir. Nous allons courir avec lui à la recherche de Milou. Nous avons entendu un cri. Bon, je passe sur la conclusion qui pourrait appeler des commentaires politiques que je vous épargne, et je ne m'intéresse ici qu'à l'aspect formel de cette construction de la page, de cette manière extraordinaire de jouer sur l'un des paradoxes fondamentaux de la bande dessinée, qui est que l'œil du lecteur va non seulement de gauche à droite, mais de haut en bas, et que pendant le même temps, Tintin, lui, est en train de monter un immeuble, d'escalader un immeuble, convertir un principe descendant, celui qu'on avait chez Luc Le Guet avec l'immeuble superposé, là, cette pré-vie mode d'emploi à la Pérec, combiner cela
avec le fait que la trajectoire de l'œil est différente et que pourtant le lecteur ne doit pas s'embrouiller. C'est peut-être cela aussi, la fameuse ligne claire d'Hergé. Ce n'est pas seulement une question de trait, c'est une façon de se débrouiller avec ce gros problème qu'il y a une géométrie, on pourrait quasi dire une physique de la page de bande dessinée, liée à la trajectoire de l'œil, à sa matérialité, et qu'en même temps, il y a un récit qui, lui, doit se poursuivre, nonobstant le découpage en pages, doit nous conduire à remonter au sommet de la page suivante, doit nous conduire à tourner la page. Et évidemment, cette spatialité, cette spatialisation, dans les premiers albums d'Hergé, vous la voyez déjà à l'œuvre, mais vous la voyez à l'œuvre chez un homme qui ne dispose pas des codes, qui n'a pas lu beaucoup des œuvres américaines ou françaises que j'ai pu vous montrer, et qui est en train, page après page et album après album, de chercher de nouvelles astuces. Et cet homme, mais il y en a d'autres, va jusqu'à la fin de sa vie chercher des manières neuves de traduire du temps en espace. Et traduire du temps en espace, ce n'est pas simplement aller de la gauche vers la droite, du haut vers le bas, composer sa page, c'est gérer le temps spécifique des images. Combien de temps dure une case de bande dessinée? Vraiment, combien de temps Haddock et Tintin courent-ils à la troisième image que vous voyez ici? Est-ce que cela dure un quart de seconde? Une seconde? 10 secondes? C'est absolument impossible. Et de la même façon, Hergé disait toujours que pour une chute, on ne peut pas prendre l'instantané de la chute, il faut donner le sentiment qu'on a compacté un fragment de durée. Mais ces fragments de durée ne sont pas équivalents. Par exemple, à la première case, ici, le fragment de durée, d'une certaine façon, c'est le temps qu'il faut pour dire cette phrase. Rien à faire, il est l'heure, tant pis pour les 2 passagers qui nous manquent. 7-8 secondes. Ah non, les voilà qui arrivent. Voilà une case qui serait beaucoup plus courte. Vous voyez, ça c'est une manière de mesurer le temps, confronter le temps de la lecture lié à la densité du dialogue au temps de l'image. Et donc, se demander par exemple, si on était dans une représentation comme ça, combien de temps ça peut durer? On ne va pas dire « mais il faut que je vous explique le fondement de cette affaire, car c'est beaucoup plus complexe ». Ça ne va pas. L'attitude caricaturale du personnage debout ne peut pas coïncider avec une instantanéité. Mais d'autres choses, par exemple là, les 2 personnes de la compagnie aérienne à la première case, sont dans une attitude qui peut durer. Et puis, il y a tout ce qu'on ne montre pas, tout ce qui se passe entre les images, et évidemment, c'est pour le second strip que je vous montre cette image. Elle est célébrissime, c'est une des plus belles ellipses des aventures de Tintin, peut-être une des plus belles ellipses de l'histoire de la bande dessinée, puisque nous ne voyons pas l'image clé, nous ne voyons pas la chute de Haddock, et pourtant, si un enfant raconte cette histoire, et alors le capitaine Haddock s'étale complètement, etc. Donc, nous la voyons, elle existe, ce que j'avais appelé autrefois une case fantôme, une image virtuelle. On parle, les théoriciens de la bande dessinée parlent souvent d'espace intericonique. On parle de ce qu'il y a, de ces images cachées dans le petit blanc, dans la petite gouttière qui sépare 2 images. Mais Hergé, lui, il cherche. Et ce qui est formidable, c'est que en 1959, quand il dessine cette histoire, eh bien, il n'est pas encore tout à fait sûr de sa grammaire, puisque le crayonné, qui avait été exposé au Grand Palais il y a 2 ans, le crayonné nous montre que la chute a été dessinée. Vous la voyez ici, bon, à peine esquissée, mais le découpage est tout à fait différent, et il y a même là d'autres images au caractère indéterminé. Quelque chose est décomposé, Haddock court sur la mauvaise passerelle, il tombe, il est ramassé, il est dans l'avion. Eh bien non, ce n'est pas la peine. On peut parfaitement raconter cette histoire avec 2 ellipses majeures et un changement de point de vue. Et évidemment, à la fois l'humour, la cruauté, l'efficacité de cette scène repose sur cette écriture-là. C'est donc cela qu'il a fallu mettre en place, un art de la bande dessinée, une grammaire qui, d'une certaine façon, tourne le dos au jeu formel trop apparent, masque
un certain nombre de procédés, de dispositifs, pour que la lecture elle-même puisse se poursuivre sans difficulté. Fragment admirable et célébrissime lui aussi, où l'on voit que l'essentiel de ce qui se passe ne se passe dans aucune des images, mais bien dans 3 images qui, par certains côtés, n'en forment qu'une et décrivent ce qu'on peut appeler la diagonale du capitaine, un Haddock triomphant, chantant, retrouvant ses ardeurs de marin, enfin dans les périodes où il ne buvait pas trop, un Haddock qui se rend compte qu'il a son âge et son sac, et qu'il va peut-être falloir trouver le rythme, et un Haddock totalement largué par ses camarades. S'il y avait une 4e image, évidemment, nul doute qu'il serait sorti de l'image. Et donc, voilà ce qu'Hergé nous raconte, voilà comment il comprend ce qu'est la bande dessinée. La bande dessinée, ce n'est pas produire un ensemble de belles illustrations, c'est agencer si habilement et si intelligemment les images que le lecteur, même enfantin, comprend une situation, après tout, pas si évidente, et de manière très économique, puisque dans la page, ces 3 bandes ultra fines n'occupent qu'un tout petit espace. Aux États-Unis, à la même période, quand le strip d'aventure se développe, et par exemple celui de Milton Caniff, il s'agit à la fois de créer une unité du strip, ici unité venue par la répartition des noirs et des blancs, le jeu sur l'échelle, et bien sûr la pluie qui baigne cette séquence magnifique et qui fait que même quand les personnages sont tout petits, quand on s'éloigne d'eux alors que leur dialogue se continue, nous sommes bien dans la même ambiance. Et vous voyez là que cette rhétorique des grands narrateurs, Alex Raymond, Milton Caniff, Franquin, Hergé et bien d'autres, cette rhétorique des grands narrateurs use de codes beaucoup moins proches du cinéma qu'on ne pourrait le penser. Car imaginez dans un film la traduction de cet effet, l'équivalent de la 3e case, où nous aurions pris un champ énorme par rapport aux personnages alors que leur dialogue se poursuit, nous aurions un sentiment de discontinuité. Ici, ce sont les mouvements du pinceau, les répartitions des masses, la continuité du texte, la manière même dont le texte peut légèrement déraper, déborder d'une case sur l'autre, qui crée ce premier sentiment de continuité. Et donc, on assagit d'autres éléments du vocabulaire de la bande dessinée pour permettre à un art fondamentalement discontinu, beaucoup plus discontinu que le théâtre, le cinéma ou la musique, qui portent en eux leur propre temps, pour donner à un art fondamentalement discontinu un semblant de continuité. C'est une manière de réaliser le programme de Spiegelman et de ramener du temps à de l'espace. Et ce sera évidemment tout l'art du strip, celui de Schulz par exemple, que de revenir à la linéarité töpférienne, de conclure quelque chose dans un petit ensemble où chaque image vaut moins que l'ensemble qu'elle forme, où la première case est une ouverture et la dernière une conclusion, une chute, et où l'ensemble est d'une certaine façon indissociable. Si vous ne gardez dans la dernière image que « hello, hello », vous avez une image jolie, mais proprement insignifiante. On a donc là un principe que d'autres théoriciens, je ne crois pas que c'est moi qui ai forgé cette expression, appellent la solidarité iconique. La solidarité iconique est une autre des manières de définir la bande dessinée. Les images d'une bande dessinée ne sont pas des illustrations rassemblées dans le même espace, elles forment une chaîne. Et cela, vous l'avez dans Mafalda de Quinault, grande et magnifique série que je n'avais pas encore évoquée jusqu'ici, et vous voyez là l'efficacité parfaite avec seulement 3 images. 3 images, c'est peut-être d'une certaine façon le début de la bande dessinée. On parle souvent de construction de récits en 3 actes, mais ici, on est vraiment dans la forme minimale, une situation et un blocage, une deuxième case qui, à elle seule, serait absolument incompréhensible, et une manière de la révéler, parce qu'il y a ce jeu de cache que joue Mafalda, et brusquement, l'ensemble prend sens. On retrouve le même principe
chez Bill Watterson avec Calvin et Hobbes, tout un art minimal, mais qui témoigne d'une très profonde intelligence, là aussi, de cette transformation du temps en espace, d'un tout petit espace, celui du strip dans un grand journal, en un ensemble que l'on doit d'une certaine façon relire, sur lequel on doit toujours revenir sur ses pas. Et ce n'est pas la même chose que le grand dispositif Mackay, mais c'est en même temps quelque chose qui prend sens seulement comme une continuité. Alors il y a d'autres enrichissements qui se sont faits de ce vocabulaire de la bande dessinée et beaucoup d'auteurs qui se sont posés leurs propres questions, qui ont essayé à leur manière, fût-ce dans des œuvres d'allure classique, de réinventer la bande dessinée. Car il n'y a pas que les œuvres expérimentales qui le font. Que fait Franquin? Quelle est la question que pose Franquin dans QRN sur Bretzelburg? C'est comment faire de la bande dessinée un espace véritablement audiovisuel. Comment ajouter le son? Et il le fait par une intégration extraordinaire du lettrage, un jeu permanent sur la diffusion du son, son expansion dans l'image. Dans ce même album QRN sur Bretzelburg, vous avez une scène célèbre de torture par la craie, par le crissement de la craie sur un tableau. C'est quand même une idée très insolite et très puissante que d'utiliser un médium muet pour faire retentir dans nos oreilles, par un espace hors-champ fondamental qui est celui du son, le faire ressentir à travers la vibration particulière de la lettre et que nous souffrions en même temps que Fantasio. Mais ici, au début de l'album, le marsipilami, animal dynamique, animal inventé sur mesure pour pouvoir passer d'une case à l'autre et bondir en tous sens, le marsipilami a avalé un tout petit transistor, car Franquin s'intéresse à la technologie de son temps, et ce transistor, au gré de ses mouvements, se dérègle, passe d'une chaîne à l'autre, diffuse les publicités les plus stupides, les rengaines, les chansons, on ne sait comment le faire taire, ça bruisse de partout, comme Hergé, à la même époque, nous fera résonner les gammes de la Castafiore et son chant dans Les bijoux de la Castafiore. Et sur quel mot cette page se termine-t-elle? Silence. Donc, voilà un enrichissement, un renouvellement du vocabulaire de la bande dessinée, un genre de choses auxquelles Mackay ou peut-être même Herriman n'aurait pas du tout songé. Et le silence, le voilà comme un des objectifs constamment poursuivis par Claire Bretéché à travers toute son œuvre. Arrête, c'est de tout petits bruits qu'il s'agit. Arrête, là aussi nous fait ressentir quelque chose, jouer sur cette immobilité, sur cette répétition, sur ce que Franquin et d'autres ont appelé le gaufrier, c'est-à-dire la régularité parfaite des cases, mais pour mieux produire de l'événement. Et vous voyez bien ici que la chute, c'est aussi que la dernière case qui s'inscrit exactement dans le même espace que les autres, en même temps, on déborde et les fait éclater. Et chez Bretéché, souvent, c'est aussi le jeu sur un nombre de cases absolument fixe, régulier. Ici, 12, là encore plus, mais c'est quelques modèles qu'elle essaie. Alors parfois, il faut vraiment entrer bien dans la lecture de la page. Les pages de Claire Bretéché ne sont pas toutes muettes, mais c'est un art qu'elle aime, raconter, faire sentir tout un dîner. Madame ne prend pas de rouge, Madame va y goûter un petit rien, puis un peu plus, et finalement s'emparer de la bouteille. C'est parfait. Imaginez cette scène sous forme de dialogue théâtral, sous forme de scène romanesque, ou même au cinéma, ça serait franchement moins bien. Il y a donc là un art de jouer avec ces petites boîtes, ce micro-théâtre, presque comme un théâtre de Guignol, que la bande dessinée peut nous proposer. Et celle-ci est admirable aussi par toutes les vibrations. Les miros sont fatigués. Donc, que se passe-t-il au moment où l'on ôte ses lunettes? On est là au cœur du dessin, au cœur de la narration par le dessin. On est là sans être spectaculaire dans la perfection d'un enrichissement d'un langage. Il faut vraiment bien voir ça parce que je vais vous montrer des exemples très, très spectaculaires et quelquefois les gens pensent que les grands débordements de la bande dessinée, c'est Druyès, c'est Möbius, etc. C'est pas seulement ça. C'est parfois dans un minimalisme extrêmement intelligent
que l'art de la bande dessinée est utilisé au mieux, mais bien sûr, c'est parfois par une mise en abîme directe, par un jeu explicite sur l'espace tridimensionnel dans lequel les personnages sont supposés évoluer et l'espace bidimensionnel dans lequel nous les accompagnons. Chez Fred, dans plusieurs pages, c'est de cela qu'il s'agit. Une corde peut permettre de descendre, mais elle peut permettre de remonter également. Mais si l'on remonte, eh bien on se retrouve au point de départ, la page tourne en rond, le récit s'immobilise. Non, pas par là, bon sang, le lecteur a tout détraqué. Cette page doit se lire de haut en bas, puis de bas en haut. Ah là là, il faut tout recommencer. Et puis, mais je suis toujours dans ta cave, Félicien. Vous remarquerez qu'il est au grenier de la page et toujours à la cave. Sur un autre mode, dans un autre registre, Crépax a su aussi, avec Valentina, Histoire d'eau et d'autres de ses récits, travailler une dimension neuve de la bande dessinée qui est par cette décomposition, cette fragmentation, dans certains cas ce fétichisme, de proposer des pages qui sont véritablement simultanées, encore plus que successives. Des pages qui viennent vers nous comme des éclats d'un miroir, sans proposer vraiment une linéarité. Ce n'est que peu à peu que la linéarité se met en place. Érotisme spécifique, érotisme en quelque sorte pensé pour le médium bande dessinée, découper le corps, parce qu'on parle bien de découpage d'une bande dessinée, parce qu'elle est nécessairement du côté de la fragmentation de l'image et de la répétition. Voilà, fin du premier acte, fin de la première partie, et nous entrons maintenant dans un ensemble d'œuvres qui, encore plus explicitement, vont essayer de transformer cet étrange rapport entre le temps et l'espace que propose la bande dessinée. Et c'est une séquence fameuse de Robert Crumb, History of America, dont la première version est noir et blanc et date de 1979, dont il y a une deuxième version, plus lisible et un peu complétée, en couleur, et dont il y aura une troisième version encore plus complétée en 1983. Arrêtons-nous sur celle-ci. Un effet très simple, un effet d'une certaine façon de plan fixe, comme si vous aviez posé une caméra et qu'elle avait filmé en continuité, ou comme si elle s'était déclenchée à intervalles réguliers, sauf que les intervalles ne sont pas des minutes ou des heures, mais des années, des dizaines d'années, transformation d'un paysage à partir d'un plan fixe, histoire des États-Unis à travers un plan extrêmement précis, une nature qui se peuple, qui s'anime, qui de la campagne cède le pas à l'espace urbain et de l'espace urbain au n'importe quoi, que les trois dernières images ici compléteront et termineront d'ailleurs sur une note curieusement plutôt positive. Bon, bien sûr, il y a un côté du mouvement hippie, il y a une écologie avant la lettre, d'ailleurs bienvenue, une réflexion sur un pays, loin des obsessions sexuelles auxquelles on réduit quelquefois Crumb, mais il y a surtout une conscience extraordinaire de ce qu'on peut faire avec un outil minimal, une grille, des images qui semblent se répéter, des dessins dont aucun n'est véritablement exceptionnel, mais qui, mis ensemble, forment quelque chose, qui s'impose à nous au premier coup d'œil, comme un ensemble, et qui s'impose à nous au second coup d'œil, comme une narration, comme une manière, alors là, véritablement, de prendre au pied de la lettre Art Spiegelman, qui ne l'avait pas encore dit, qui peut-être le pensait déjà, de turning back time into space. C'est vraiment ça, condenser une histoire en une seule séquence d'images. Un peu plus tôt, un artiste beaucoup moins connu, un Anglais qui avait vécu en Australie avant de s'installer au Canada, à Toronto, Martin Vaughan James, a créé quelques-unes des œuvres les plus insolites
Il s'est tenu aux marges de la bande dessinée, il appartient à peine à son histoire, même s'il a fréquemment été commenté. Et Martin von James, qui voit le travail de Crumb, les premiers travaux de Crumb, mais qui en même temps est extrêmement littéraire dans ses références, va se demander comment utiliser l'outil bande dessinée d'une manière neuve et inventer quelque chose qu'il appellera non pas roman graphique, nous sommes encore au début des années 70, mais visual novel, roman visuel. La formule n'a pas été reprise, elle aurait pu l'être, elle aurait fonctionné très bien. Donc là, c'est une première approche, encore assez simple, le livre Elephant, puis le livre The Projector, qui arrive juste après. C'est un tout jeune artiste qui ne maîtrise pas encore parfaitement le dessin, qui essaie l'année suivante de faire un tout petit livre qui est son premier labyrinthe, le parc. Ça n'a jamais été traduit en français, pas plus que les précédents. Et donc, dans le parc se met en place un système de transformation d'images, occupant toute une page, mais incluant souvent des images à l'intérieur de l'image et proposant des jeux étranges de l'espace et du temps, une progression dans un monde devenu fou, dont les personnages sont absents et où les lieux, les objets, les matières sont eux-mêmes les agents de la transformation. Venu s'installer à Paris au début des années 70 et subissant toujours cette influence de l'underground américain, mais en même temps celle du nouveau roman et de la modernité littéraire et cinématographique de l'époque, Martin von James devient l'un des illustrateurs attitrés, pas le seul, de la revue Minuit, où l'on croise les noms de Beckett, Claude Simon, Pierre Bourdieu, Deleuze et Guattari, et de jeunes écrivains ou d'écrivains provocants comme Tony Duvert. Et il propose dans cette revue régulièrement des séquences extrêmement mystérieuses, sans personnages, où des événements se produisent entre les images, nous sommes ici dans la séquence après la bataille, entre les images, mais avec des discontinuités cette fois colossales. Quelques éléments reviennent, comme la tortue, mais l'ellipse, qui chez Hergé était une ellipse contrôlée, une image que le lecteur remplissait, ici sollicite de manière directe et forte et difficile l'imagination du lecteur. Faut-il dire du lecteur, du spectateur, en tout cas de celui qui, entre les textes de cette revue, est confronté à ces séquences d'images. Il n'appelle pas cela de la bande dessinée. Jérôme Lindon, qui publie dans la revue Minuit, n'appellerait pas non plus cela des bandes dessinées, mais une forme neuve qui réalise à sa manière des choses dont les écrivains s'occupent. Et puis il achève à Paris ce livre qu'il a commencé au Canada et qui est la raison principale de vous parler de lui, The Cage, a visual novel, donc qui paraît en 1975, à une époque où personne, mais alors personne, ne songe à quelque chose comme le roman graphique. Personne. Bien sûr, il y a Hugo Pratt dont nous avons parlé, bien sûr, peut-être Will Eisner réfléchit déjà, etc. Mais il n'existe rien de cet ordre, en tout cas aucun genre. Et le genre que crée Martin von James avec La Cage est un genre qui, d'une certaine façon, naîtra et disparaîtra avec lui, et cette œuvre tout à fait singulière que je vous invite à lire. Elle est disponible en anglais comme en français. La Cage a été éditée plusieurs fois. Ici, elle a rejoint un format de roman graphique, mais en réalité, à l'origine, cet album canadien était de très grand format. Alors, le livre La Cage est formé exclusivement de double pages singulières, puisque par certains côtés, les deux images semblent se joindre et que par d'autres côtés, elles demeurent séparées par de larges filets. La plupart des pages comportent du texte, parfois une simple ligne, comme ici, d'autres fois des pavés de texte plus importants. Souvent, l'occupation de la page est faite avec ces images de très grand format, mais en réalité, il y a d'autres formats,
3 pour être précis, qui s'agencent suivant des règles que le lecteur doit tenter de comprendre peu à peu, mais s'il s'y penche longuement, il découvre beaucoup de secrets, et plusieurs théoriciens, l'un, Marc Avelot, se trouve même dans cette salle, et je le salue, se sont penchés sur ce livre mystérieux. Alors que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans ce roman visuel de 180 pages, sans personnages? Eh bien, un jeu de transformation, double page après double page, qui introduit dans le langage de la bande dessinée une sorte de travelling impossible, de travelling insensé. Vous savez peut-être que dans une scène très célèbre de Vertigo, Hitchcock, qui avait besoin de traduire une sensation de vertige, a combiné un travelling arrière et un zoom avant. Ce qui fait qu'on a à la fois une avancée optique et un recul physique. Et donc, évidemment, tout un jeu de déformation, toute une tension. Eh bien, on pourrait dire que c'est une sorte de travelling fantôme, de travelling dans le temps que nous propose Martin von James. Alors, je vous montre plusieurs pages, donc là, qui sont des pages sans interruptions. Donc nous sommes ici aux pages 16-17. La cage est toujours là, inachevée et déjà en ruine, comme si sa construction avait été prématurément interrompue. Inutile de vous dire que le texte ne nous aide pas, car nous ne voyons pas de cage. Il faudra attendre assez longtemps pour la voir. Et les feuilles que nous voyons, ces feuilles blanches, sont peut-être surtout les pages du futur livre que nous allons parcourir. Mais regardez comme tous les détails se transforment. Ce qui pourrait être des œufs a donné naissance à des feuilles. Les feuilles qui étaient sur des piquets sont devenues plus espacées, mais surtout, elles comportent désormais un petit cadre, un petit filet qui les isole. Et puis nous avançons. Ces pages sont constellées de taches. Vous aviez des petites taches noires sur les feuilles. Elles ont migré, elles se sont transformées. Nous avançons dans ce paysage comme si nous changions d'époque. Au loin, une pyramide se dessine. Et voilà, nous sommes toujours dans la même continuité. Non seulement nous sommes tout proches de la pyramide, mais le dessin qui était surchargé, presque crumbien ou möbiusien dans ses détails, dans sa prolifération, dans son bourgeonnement, est devenu un dessin beaucoup plus sec, plus dur, plus linéaire. Des objets étranges sont là, comme fondus. L'encre forme des taches, mais qui pourraient être des mares. Et voilà, nous continuons, page après page, notre impossible travelling, notre récit dans l'espace et dans le temps qui nous emmène dans un monde de plus en plus étrange, un monde géométrique par certains côtés, plastique par d'autres, avec ses grandes taches noires, mais en même temps un monde organique où les machines elles-mêmes semblent prises d'une vie tout à fait étrange. Autre séquence, un intérieur, une chambre qui peut rappeler, peut-être dans sa simplicité et son dépouillement, celle peinte par Van Gogh à Arles, mais une chambre qui ne va pas rester longtemps intacte, une chambre à la fois habitée et inhabitée, des papiers, des livres sur le bureau, la trace d'un vêtement, mais où est le personnage? Nous sommes à la recherche permanente, à la poursuite de ce personnage fuyant, et pendant ce temps, d'autres choses se passent. Le sable, ici, est infime, mais le voici déjà qui envahit la chambre, et la chambre qui commence à se retourner, et les cadres qui se peuplent, et l'ensemble de l'espace qui bascule, se retourne et nous entraîne ailleurs. Nous sommes dans un monde engendré par le dessin. Nous sommes dans un monde engendré par ce processus d'une métamorphose du temps et de l'espace, un monde qui obéit à des lois physiques tout à fait différentes des nôtres et qui nous oblige à revenir sans cesse sur nos pas, à glisser d'une double page à l'autre, un monde, au fond, dont la physique est précisément celle d'un livre, puisque s'il y a bien un geste facile avec un objet livre, plus facile peut-être qu'avec n'importe lequel de ses équivalents technologiques, s'il y a bien un geste facile, c'est de feuilleter, de revenir sur ses pas, de confronter des pages, plus facilement même que je ne pourrais le faire en revenant ici.
Nous avons envie de voir ces pages à la fois séparément et en même temps, nous avons envie d'entrer dans la logique des images et en même temps de lire le texte. Nous sommes pris dans une œuvre limite et fascinante où tout se transforme, mais où tout revient, où tous les détails que vous allez voir apparaître, loin d'être gratuits, jouent un rôle dans cette construction. L'ensemble de cette œuvre appartient au musée de la bande dessinée d'Angoulême, qu'il a parfois exposé et qui possède aussi les carnets de travail et de recherche de l'artiste. Le plan du livre est un labyrinthe. Et évidemment, nous sommes dans un labyrinthe, mais un labyrinthe de papier, et il nous appartient d'en sortir, si nous le désirons, le jour où nous pensons en avoir épuisé la lecture. C'est une tâche difficile. Moi qui ai lu souvent ce livre, quand j'y reviens, j'ai à nouveau le sentiment de son opacité. Et l'auteur, au fur et à mesure, travaillant sans scénario, travaillant sans autre scénario que la matière même du livre qu'il est en train de composer, l'auteur semble découvrir la logique de ce monde étrange. Martin von James a ensuite produit un autre livre qui a été publié une première fois aux éditions Futuropolis et est passé assez inaperçu, puis est paru aux Impressions Nouvelles à mon instigation, est passé tout aussi inaperçu, qui était un roman policier dont le détective, très présent, là, présent dans chaque image, voyait son visage et son allure se métamorphoser à chaque image. Donc la continuité d'une histoire et la discontinuité du personnage, c'était une autre façon de jouer avec cet espace et le temps. Voici un autoportrait de Martin von James qui, après ses expériences relativement peu couronnées de succès sur le moment, s'est engagé dans la peinture et dans un tout autre travail. Et c'est le moment de dire aussi que Martin von James fut pour moi un grand ami, d'abord parce que j'avais admiré son travail, mais ensuite il est devenu l'un des personnages ou l'un des modèles d'un personnage de la série Les Cités Obscures. C'est ici une page de l'album L'Enfant Penché, où il incarne un homme entre peinture et dessin, un homme entre deux mondes, perdu dans un monde, le peintre Augustin Desombres. Et comme il a accepté de jouer avec nous dans différentes situations et que ce personnage de Desombres vieillissait, l'accompagnait, il avait parfois l'impression, je parle de lui à l'imparfait parce qu'hélas il est mort, il avait parfois l'impression d'avoir ce fantôme, d'avoir cet autre labyrinthe, cet autre entrecroisement d'images et de récits, et de revenir, lui, comme personnage de bande dessinée, lui qui avait été l'auteur de quelque chose qui n'était pas tout à fait une bande dessinée. Changement d'univers, changement d'époque, un auteur sans doute plus connu de vous, Marc-Antoine Mathieu, qui est l'un de ceux qui, ravivant les leçons et les désirs de Fred, de Herriman, de Maquet, de quelques autres, a exploré un monde de papier, un monde d'encre, un monde où le livre est la matière même du récit. Julius Corentin Hackfrack, prisonnier des rêves, modeste employé au ministère de l'Humour, qui se rend compte dès sa première aventure, l'origine, que son histoire a déjà été écrite, qu'elle est prise dans un livre, qu'il est pris lui-même dans la logique d'une bande dessinée. C'est évidemment un album qui pousse à l'extrême la logique la plus explicite de la mise en abîme. C'est incroyable. Il avait prédit ce que vous venez de dire et ce que je suis en train de dire. Nous sommes amenés là aussi à jouer en tous sens avec les pages. Et il y a dans cet album L'Origine, et c'est une des choses célèbres, une véritable case fantôme, une case découpée dans l'album, dans chaque album, prouesse technique. Ça a été pensé par l'auteur et réalisé par l'éditeur, en l'occurrence Guy Delcourt. Quand vous lisez cette page, celle sur laquelle je m'arrête, la case centrale, en réalité, appartient à la feuille suivante. Et donc, le personnage dit, ou même y faire un trou de matière. Et oui, nous sommes dans le trou de matière, non pas un trou de matière, etc. C'est un autre problème. Et si nous plaçons une feuille blanche, nous voyons le manque,
Et évidemment, si nous tournons la page, nous avons encore un dialogue différent suivant que nous voyons la page, là, 2 pages avant, ou que nous l'éliminons. Et bien évidemment, le récit tire parti de cette chose, il joue avec ces pages bidimensionnelles. Notez bien, mon cher Julius, que ce ne sont là que supputations mathématiques. Nul n'a jamais constaté d'anticase. Et puis, là, la case qui nous renvoie beaucoup plus loin. Oui, à 2 dimensions. Il existe un monde englobant le nôtre, un monde tridimensionnel. Et notre personnage de Julius répond « Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit tout à l'heure. » C'est-à-dire, il y a 2 pages. Et revoilà le jeu. Donc, évidemment, une physique de la bande dessinée, de nouveau une spatialisation du livre qui est au cœur du récit, qui est au cœur d'autres récits de Marc-Antoine Mathieu, par ailleurs talentueux scénographe, et qui joue donc constamment sur ce rapport entre le monde à 2 dimensions, et son dessin lui-même travaille tout à fait sur du noir et blanc franc, et donc particulièrement bidimensionnel, et le monde à 3 dimensions, celui des expositions qu'il met en scène, mais aussi celui que le lecteur ne cesse de se figurer, un monde où l'espace, les bureaux qui peuvent faire penser au film célèbre d'Orson Welles, Le Procès, avec ses bureaux étalés à l'infini, où ces bureaux, tout obliques soient-ils, sont évidemment des métaphores et des prolongements des cases. Autre album de Marc-Antoine Mathieu, tout à fait étonnant, Le Décalage. Le Décalage est un album dont le début manque. Nous entrons immédiatement au cœur du récit, et la couverture est donc la page 13 ou la page 15 de l'histoire. Simplement, l'éditeur, de bonne volonté, a tout de même ajouté un bandeau pour rappeler qu'il y avait un auteur et un titre, parce que sinon l'objet aurait été tout à fait singulier et aurait surtout ressemblé à un exemplaire raté d'une bande dessinée, cet exemplaire que l'on rapporte à un libraire qui serait bien en peine de l'échanger. Jouant sur l'espace et le temps, il a produit une œuvre mixte, une œuvre qui existe à la fois dans une version Internet, ralentie ou longue. La version courte dure 3 secondes. La version longue, on pourrait l'étirer jusqu'à en faire un long métrage. Et ce livre, 3 secondes, est une plongée continue dans une seule image, une sorte d'enquête policière. Nous avançons là aussi dans un monde étrange. On grossit, mais vous savez bien que quand on grossit une image, à un moment, on arrive à la trame, on arrive à l'épaisseur du trait, alors que chez Marc-Antoine Mathieu, comme peut-être dans certains dessins d'Escher, on avance et on découvre toujours de nouveau. Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, disait Baudelaire, c'est exactement cette sensation-là qu'on a, c'est-à-dire qu'agrandir l'image, c'est trouver un monde derrière l'image, s'approcher de l'œil du personnage, y trouver un reflet, le reflet d'un smartphone, entrer dans ce reflet, voir une scène, entrer dans cette scène et retrouver, évidemment, en abîme, des éléments que nous pensions tuteurs et qui sont capturés, pas simplement à l'intérieur de cette machine, mais de ce qui peut être aussi un objectif d'appareil photo, etc., etc. Je vous montre là volontairement quelques pages dans l'ordre du livre. Bien sûr, chaque image a de l'intérêt, bien sûr, chaque page a de l'intérêt, mais ici, avec ce système carré, ce découpage en 9 cases, 3 lignes de 3 images, un dispositif extrêmement simple, tenu tout au long du livre, il s'agit véritablement de nous faire regarder autrement l'image et de créer un mouvement totalement irréel et pourtant absolument crédible quand on l'observe séquence après séquence. Les mêmes formes reviennent, et peu à peu, une logique, un peu celle d'une histoire policière dont les indices auraient été dispersés, une logique peut se dessiner au sens propre, une logique peut s'établir si le lecteur accorde au livre suffisamment de temps. Je change d'univers et je me rapproche de ces expérimentateurs volontaires que furent à leur début Lewis Trondheim et Jean-Christophe Menu, Lewis Trondheim notamment parce qu'il savait à peine dessiner. Et donc il se demandait si la logique de la bande dessinée pouvait être réduite à un minimum. Est-ce qu'on peut dessiner avec des dessins simplissimes? Est-ce qu'on peut dessiner en les répétant? Alors au début, il demande à Jean-Christophe Menu de lui créer
je crois, 8 images, et il décide de les combiner lui-même et d'ajouter des dialogues. Vous pouvez remarquer que dans les 2 strips que nous voyons ici, extraits de moins d'un quart de seconde pour vivre, moins d'un quart de seconde, serait-ce le temps d'une case, selon Lewis Trondheim et Jean-Christophe Menu, dans ces 2 strips, on reprend exactement le même dessin. Et donc, en fait, on est dans le principe itératif le plus minimal, un dessin lui-même minimal, un personnage seul, et pourtant il dialogue. Qui parle? Qui se met à parler? Le rocher. L'homme est assis et le rocher lui parle. Tu sais que tôt ou tard, je vais devenir du sable, etc. Oui, rocher, question. Oui, rocher, question, je le sais. Et qu'enfin, je pourrai aller à la plage voir la mer. Oui, etc., etc. Bon. Évidemment, il utilise les 8 dessins, mais dans ces 2 petits albums tout à fait remarquables de ses débuts, c'est les tout débuts de l'œuvre de Lewis Trondheim. Lewis Trondheim dessine lui-même de toutes petites images, des dessins vraiment minimaux. Alors pour ceux d'entre vous qui disent « je ne sais pas dessiner, je ne peux pas faire de bande dessinée », je pense qu'on peut produire ça quand même assez facilement. Il les agrandit à la photocopieuse, il les retravaille et il fait varier minimalement la bouche ou l'expression du personnage au gré du dialogue. Et je vous assure, ça marche. Ça se lit, c'est passionnant et c'est amusant. Et dans la foulée, Jean-Christophe Menu, Lewis Trondheim et quelques autres vont créer l'Oubapo sur le modèle de l'Oulipo, ouvroir de bande dessinée potentielle, un lieu d'expérimentation, un lieu qui cherche à sa façon, à coup de contraintes massives et volontaires, à réinventer la bande dessinée ou à en inventer de nouvelles possibilités, à faire par exemple de la bande dessinée en 3 dimensions, mais littéralement en 3 dimensions, avec des récits combinatoires, comme Raymond Queneau avait pu en faire. Ou un domipo, une sorte de domino multi-combinable. Voilà, ce sont des expériences. Nous verrons après qu'un auteur, un grand auteur américain, a réussi à faire de ces jeux une œuvre. Mais ici, il s'agit tout simplement de dire qu'après un siècle et demi d'histoire, la bande dessinée peut aussi s'aventurer sur des terrains nouveaux et pourquoi pas s'exposer, se concrétiser sous forme d'objets, etc. On relance un principe qui avait été exploré par Gustave Verbeek au début du XXe siècle dans les Upside Down. Ici, c'est Kiehlhofer, un autre des piliers de l'association, qui nous propose une histoire que l'on peut lire dans les 2 sens. Elle reste bizarre, évidemment, dans un sens comme dans l'autre. Vous noterez tout de même qu'elle se termine bien. En duo, 2 auteurs très récents, très contemporains, Rupert et Mulot, s'amusent eux aussi à multiplier les jeux, les expériences, les aventures, à ne pas accepter de se couler dans la logique d'un récit qui se lit en faisant oublier son médium, ce qui est la caractéristique de la plupart des récits, y compris de ceux que j'ai moi-même écrits. À un moment, vous racontez une histoire et d'une certaine façon, vous suspendez l'incrédulité du lecteur en retenant les effets de langage. Dans des formes courtes ou dans des formes expérimentales, vous remettez les jeux de langage à l'avant-plan. Ce fut le cas de ces petits albums comme Panier de singes, où on organise la page manifestement autour d'une structure forte, de nouvelles recherches autour du récit muet, et il est amusant de voir que le récit muet est une des formes qui a été le plus expérimentée dans ces moments où la bande dessinée cherche de nouvelles pistes, alors que ce qui semblait définir la bande dessinée, c'était notamment l'alliance de mots et d'images, mais que parfois, peut-être, pour réinventer la bande dessinée, il faut se passer de mots. On a vu peu de bandes dessinées, pour l'instant, se passer d'images, mais ça pourrait être une contrainte intéressante aussi, une bande dessinée faite exclusivement de textes, mais évidemment, en le découpant, en le décomposant, en travaillant dans la continuité des calligrammes. Mise en page, jeu sur les fenêtres, les immeubles, les maisons, architecture et géométrie de la page. Et dans ce livre tout à fait remarquable, Les week-ends de Rupert et Mulot, un travail sur le strip dans ce qu'il peut produire lorsqu'on le verticalise. Lorsqu'on se dit que la lecture, en se faisant de haut en bas, plutôt que de bas en haut, en se faisant à l'intérieur d'une seule image,
peut produire des effets absolument neufs. Et donc, c'est véritablement une invention qu'il y a là. Je vous ai montré une toute petite anthologie de ces strips, mais ça vaut vraiment la peine de voir comment on peut tirer parti, par exemple, d'un seul plongeon. C'est le strip du milieu. J'espère que je ne vais pas me faire un plat comme la dernière fois. Plaf! Bon, voilà une utilisation neuve, pas même besoin de le décomposer en plusieurs cases. Le temps de la case a été étiré. Il est étiré le temps d'une chute. On pourrait chronométrer. On pourrait se demander si on a le temps de se dire ça en tombant. Oui, si le plongeoir est suffisamment haut. Et chacun de ces strips explore cette voie. Voilà une invention simple. Et en même temps, voilà quelque chose qui nous fait dire que 150 ans après sa naissance avec Töpffer, la bande dessinée peut encore explorer des voies toutes neuves, des voies que, à ma connaissance, personne n'avait cherchées. Et puis il y a des gens qui bousculent le médium, qui aiment y faire entrer des choses un peu bizarres, et c'est le cas du flamand, du belge flamand Olivier Schroeven, avec cet album tout à fait remarquable. Il y a d'autres albums d'Olivier Schroeven, Arsène Schroeven, qui est l'histoire de son grand-père. Vous voyez dès la couverture qu'il y a quelque chose d'étrange. D'abord, on fait une couverture qui ressemble déjà à une bande dessinée, tout en n'y ressemblant pas tout à fait, qui accepte la dissémination des éléments et des objets, qui accepte le mélange d'éléments décoratifs et d'éléments figuratifs. C'est une des pistes qui avait été assez peu explorée, qui accepte aussi de l'étrangeté parce que Olivier Schroeven décide d'écrire en anglais, de publier prioritairement dans le monde anglo-saxon, alors qu'il ne maîtrise pas parfaitement la langue. Ça le décomplexe, ça l'amène à écrire et composer autrement. Et donc, ces pages assez simples s'inscrivent pratiquement toutes sur un fond, et ce fond, régulièrement, va remonter et passer à l'avant-plan. Et donc, il nous dit, dans cette première page, qu'il est Olivier Schroeven, auteur de romans graphiques, que son livre va parler de son grand-père Arsène. Vous voyez dans la représentation du grand-père qui lui a donné, dit-il, son nez et la fossette sous le menton, dans la représentation, que tous les codes graphiques vont être convoqués, qu'on va pouvoir être dans le minimal comme dans la sophistication. Et puis tout va se construire par double page, avec une bichromie qui n'est pas simplement une bichromie dans les fonds, mais dans le trait. C'est le trait qui est tantôt dans les bleutés, tantôt dans les oranges. On est là tout au début du livre. On se demande véritablement quels sont les deux plans narratifs qui correspondent à ces deux couleurs, à ces deux modes de séquence. Vous pouvez voir ou entrevoir qu'on joue sur des effets un peu magritiens. Il y a ces tableaux de Magritte de jeunesse où les choses sont nommées, où les mots sont peints, et c'est un peu ça qui est fait. Le décor n'est pas immédiatement figuré. On est là dans un monde colonial fantasmé, celui de son grand-père, qui, jeune homme, va découvrir la colonie, le Congo, et être perdu dans ses représentations stéréotypées, ses fantasmes, le climat, la chaleur, les animaux, les fièvres, les médicaments. Et donc nous allons être dans ce délire permanent. Vous voyez ici un autre jeu tout à fait remarquable lors de la première rencontre avec la femme dont il va tomber amoureux, Marie, qu'il l'observe nager de gauche à droite, puis revenir comme nous. Donc là, les pages qui étaient séparées ne forment plus qu'une, et le mouvement nous ramène dans une sorte de danse. D'autres organisations de pages, parfois mystérieuses, des éléments que l'on a du mal à coller, les deux systèmes colorés qui vont se fondre, et les éléments décoratifs qui vont reprendre le dessus. Et alors ici, c'est très amusant, puisqu'à l'origine, l'histoire était parue en 3 petits albums avant de devenir un énorme roman graphique, et le texte nous dit « Please wait 2 weeks before reading further. Thanks for waiting ». Je vous avouerai que quand j'ai lu cet album, j'ai laissé passer 2 minutes, mais pas
2 semaines, mais enfin peut-être que mon effet de lecture, entre l'oubli et la mémoire, aurait été particulier. Je vous recommande de tenter l'expérience. Et donc, vous voyez ici, dans ce récit qui a bien d'autres qualités, notamment narrative et de climat, mais vous voyez la manière dont fond et forme se croisent et se rencontrent, dont l'arrière-plan, qui normalement ne fait pas partie des images, qui devrait être dans le blanc, dans ce blanc nul, dans ce blanc non narratif, eh bien, comme tout cela remonte et gagne le récit et prend le pas dessus. Voici donc quelques éléments de cet Arsène Scrowen. J'évoque cet exemple et vous voyez bien que ces exemples, je suis obligé de les évoquer un peu longuement, avec beaucoup de pages, car ce sont des travaux qui jouent vraiment sur la forme livre, sur la continuité ou la discontinuité. Et donc, je ne peux vous en montrer que bien peu. J'aurais pu m'attarder sur Astérios Polype, par exemple, de David Mazzucchelli, qui est un autre roman graphique remarquable, mais je vais choisir d'évoquer plutôt Here, ici, de Richard Maguire, probablement un des livres les plus inventifs de ces dernières années. Tout a commencé dans cette revue séminale, Row, la revue de Art Spiegelman et Françoise Mouly, qui existe d'abord en grand format, puis en petit format, qui accueillera non seulement Maus en chapitres, mais des œuvres de Tardi, de Loustal, de Munoz, de Jos Swart, de Charles Burns, enfin un lieu d'effervescence. Et c'est dans cette revue que Richard Maguire propose un récit autour d'une invention, un récit de quelques pages qui, des années plus tard, débouchera par une expansion extraordinaire sur ce livre, Here, que je tiens pour un chef-d'œuvre. Que se passe-t-il ici, dans cette histoire courte? Eh bien, simplement l'idée qu'un lieu, un appartement, un lieu fixe, habité par une famille, va être peu à peu contaminé par d'autres périodes, par d'autres moments. L'espace vide, neutre, que nous voyons, nous est montré en 1957 et une séquence s'amorce sur 3 images, mais dès la 5e image, nous sommes en 1922 et ce qui se trouvait dans l'image 4 a été absorbé par un tout petit cadre, et puis arrive déjà l'année 1971, le bébé a grandi. En 1999, un chat est là, et peu à peu, plusieurs temporalités, plusieurs moments d'une histoire et d'un temps viennent entrer dans un même espace. Et chaque élément entre, d'une certaine façon, à sa place. Tous ces éléments ont pu avoir lieu, mais ils n'ont pas pu avoir lieu simultanément dans le même lieu. Beaucoup d'auteurs et quelques lecteurs sont fascinés par ce dispositif de Richard Maguire et regrettent au fond qu'une idée si brillante, si originale, si novatrice ait été utilisée en si peu de pages, qu'elle se boucle de cette façon. Et donc il va mettre très très longtemps à réfléchir au devenir de ce projet et réussir, en l'élargissant sous toutes les formes et en faisant intervenir la couleur, à proposer un dispositif tout à fait nouveau et d'une certaine façon beaucoup plus lisible et beaucoup plus somptueux graphiquement. C'est en 2014 qu'est paru Here. Vous voyez ici une couverture d'une extraordinaire sobriété, pas de nom d'auteur, rien, à peine de promesses narratives, et pourtant ce livre obtiendra le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême. Alors, je vais vous en montrer quelques pages et sans prétendre du tout épuiser sa richesse, et je crois moi-même ne pas l'avoir épuisée, ne pas l'avoir étudiée d'assez près, nous retrouvons en fait exactement le même principe. Nous sommes toujours en 1957, nous sommes dans une histoire familiale, nous sommes dans la maison familiale de Richard Maguire, solidement documentée, et ce sont tous les fantômes du passé, mais les plus lointains, ceux qui remontent presque à la préhistoire ou à l'Amérique d'avant les États-Unis, et ceux qui vont nous entraîner jusque dans un temps futur très lointain, ceux qui vont faire renaître les Indiens, les animaux, la nature à l'état vierge, la nature saccagée, les changements de décor, les papiers peints qui se transforment, les gens qui se croisent, qui naissent, qui meurent, qui se lient. C'est tout cela, peu à peu, tout ce vocabulaire qui va véritablement
construire et constituer le livre. Donc nous sommes à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a du bois. Ce bois aura peut-être servi, une fois coupé, à construire la maison. Ce chat appartient à un autre âge, une autre époque. Parfois, une séquence s'amorce, mais l'image principale que vous voyez ici se passe en 10 000, je crois, avant Jésus-Christ. Et donc, c'est toute la mémoire de l'Amérique, c'est au fond une autre histoire de l'Amérique, comme celle que Robert Crumb avait racontée en une seule page, qui est en train de se raconter ici et qui nous demande de recoller les morceaux, de reconnaître parfois des personnages, le fragment d'une histoire, la mémoire, l'amnésie, le deuil, la folie évidemment de cet extérieur qui fait irruption dans l'intérieur, donc un livre aussi aux résonances politiques très fortes, qui est une manière de revisiter les mythologies américaines, mais aussi les goûts, les modes, le design, le vêtement. Une expérience tout à fait singulière qui parfois accueille des codes très proches d'une bande dessinée traditionnelle, avec des dialogues qui se passent dans des bulles et des enfants au même instant qui sont en train de lire une bande dessinée, qui est peut-être celle-là même que nous voyons sous sa forme déconstruite et fragmentée. Des gestes qui se répondent par-delà les années, des vocations qui se décident ou se défont, de la couleur qui est discrète ou qui est présente et qui s'impose, les moments heureux, malheureux, le temps qui passe, la nostalgie, l'impossibilité de faire coexister toutes ces couches de temps et d'espace. C'est une expérience absolument neuve et certains de ceux qui ont une idée un peu stricte de la bande dessinée diraient c'est bien joli tout ça, c'est bien joli Richard Maguire et Martin Vaughan James, mais c'est pas de la bande dessinée. Et puis arrêtez avec tous vos Mackay, Maguire et autres, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de la bande dessinée qu'avec des mecs comme ça. Eh bien, pourquoi pas? Et pourquoi et de quel droit et au nom de quoi ne s'agirait-il pas de bande dessinée, puisque les principes mêmes de la définition, tels que j'ai essayé de les poser, on peut en poser d'autres, les principes mêmes de la définition ne nous disent pas qu'il doit absolument y avoir des blancs entre les cases, qu'il faut absolument avoir un héros, que ça doit absolument être rigolo ou passionnant ou haletant. Il peut s'agir aussi d'une autre forme de lecture, après tout ce que nous appelons roman est multiple, intègre Proust autant que Joyce, Simenon autant que 50 nuances de Grey. Pourquoi le roman graphique ne pourrait-il pas avoir la même liberté, la même disposition, la même fantaisie? Pourquoi ne parlerait-il pas aussi à d'autres lectrices, d'autres lecteurs, qui peut-être ne savent même pas en le lisant qu'il s'agit de bande dessinée, mais qui peuvent pour autant l'aimer, y revenir, s'y plonger? Pourquoi le roman graphique ne se ferait-il pas aussi poésie graphique ou graphisme pur, pris dans la narration, pris dans la séquentialité, pris dans les paradoxes qui sont après tout ceux de nos rêveries, de nos fantasmes, de notre mémoire, de la manière dont dans une phrase plusieurs couches de temps peuvent se mêler? Pourquoi tout cela serait-il refusé à la bande dessinée? Et quand bien même ce ne serait pas de la bande dessinée, et quand bien même The Cage ou Here ne seraient pas vraiment des bandes dessinées, ben ça resterait de belles marges, et dans ces belles marges, il y aurait de quoi trouver matière à penser. Et je vais finir très vite, trop vite, sur celui que j'ai annoncé, sur celui qui est au cœur de cette conférence, sur celui que je tiens pour le plus grand auteur de bande dessinée d'aujourd'hui, dont je suis fier d'être le contemporain, celui qui est notre Mackay, en même temps que notre Herriman et notre Frank King, celui qui est parfois notre Jo Swart et notre Hergé, celui qui nous épate et parfois nous émeut, c'est Chris Ware. Alors Chris Ware, on aurait pu lui consacrer l'ensemble de cette conférence et se dire qu'il était celui qui incarnait le mieux l'idée de réinventer la bande dessinée, sans recours à des technologies particulières, mais Chris Ware étant très modeste, il se retirerait sur la pointe des pieds en disant non, ce n'est pas possible, je ne peux pas rester ici. Donc voilà, pour qu'éventuellement il puisse un jour savoir qu'on a parlé de lui, il ne faut pas lui réserver plus de 8 ou 10 minutes et montrer très vite ces images, d'abord de celui qui fit disparaître son nom en créant ces étranges petits fascicules, Acme Novelty Library,
ces fascicules au format toujours différent où apparaissaient et disparaissaient des personnages. Ces petits fascicules souples, modestes, bon marché, où il dessinait tout. On pouvait croire qu'il y avait tout un groupe. On était bien avant l'usage sophistiqué de l'ordinateur. Tout cela était dessiné à la main, écrit, ces textes qu'on l'on pouvait lire ou ne pas lire, qui décrivaient un monde à la fois ancien et parodique. Ces fausses publicités, ces bandes dessinées ressuscitées, ces animaux étranges, dans Quimby the Mouse, avec ces pages généralement muettes, si étrangement combinées, et en même temps ces textes en tout petit que l'on peut mettre des heures à lire si on veut véritablement tout lire. Ce jeu sur les formes minimales, qui rappelle notamment Crazy Cat, ces occupations de pages de formats toujours différents, car les fascicules de Acme Novelty pouvaient être très petits ou très grands. Chris Ware disait qu'il ne supportait plus ce format régulier du comic book américain, cette obligation de fonctionner toujours avec le même nombre de cases dans le même format et le même type de récit, même si cette bande dessinée populaire américaine l'avait nourrie et même si elle laisse de nombreuses traces à l'intérieur de son œuvre. Alors bien sûr, il y eut ce premier chef-d'œuvre, Jimmy Corrigan, une des dates majeures du roman graphique, même si ça ne ressemble pas plus à un roman graphique qu'à autre chose. C'est un livre oblong et en couleur. C'est un livre cartonné dans sa première édition, devenu souple ensuite. Et donc, pour beaucoup de gens, le roman graphique, c'est quelque chose qui a à peu près la taille de Persépolis et qui est en noir et blanc et qui est directement autobiographique. Ici, on est dans un récit sophistiqué, décalé, où le personnage de Jimmy Corrigan, en quête de son père, cet enfant perdu, cet enfant triste et mélancolique, n'apparaît qu'à certains moments, puis disparaît, quitte les pages, où le texte entre de manière si étrange dans la page que parfois ce sont des mots d'allure insignifiante, later, and, qui prennent toute la place, tandis que d'autres dialogues sont là en tout petit. C'est un monde où l'architecture a l'air de tout dominer et où en même temps, si l'on y prête attention, on aperçoit un Superman débutant, un apprenti Superman qui s'élance du haut d'un immeuble et s'écrase dans l'image d'à côté. Je disais tout à l'heure qu'il fallait 3 images pour faire une bande dessinée. Avec Chris Ware, il n'en faut parfois que 2. Voilà ce que deviennent les super-héros. Voilà comment la bande dessinée de super-héros peut nourrir une bande dessinée en même temps intimiste, où le grand dessinateur réaliste que peut être Chris Ware dans ses carnets travaille sur une idéographie, sur une composition, où le cadre de l'image, où le lettrage du texte, les lettrages des textes jouent autant de rôles que le dessin proprement dit, où une case parfois montre très peu, raconte très peu, où simultanéité et successivité sont constamment à l'œuvre, si constamment à l'œuvre qu'on ne peut véritablement lire que si l'on prend de temps en temps du recul. Et Jimmy, abandonné peu après sa naissance par son père, doit rencontrer son père. Il a rendez-vous dans une station-service, un relais d'autoroute. À quoi ressemblera-t-il? À quoi ressemblera ce père? Ils sont tous potentiellement le père. Je te reconnais, c'est toi, c'est bien toi. À d'autres moments, la page se peuple, se remplit, se nourrit d'une infinité de détails. Et puis, le personnage recule et une certaine dimension cosmique, une certaine dimension climatique, le passage des saisons, qui était là dès le début du livre, qui démarre véritablement dans l'espace, très loin, avant de se rapprocher des personnages, jouant de toutes ces échelles que la bande dessinée peut proposer. Voilà ce qui fait Jimmy Corrigan, 400 pages, pas un simple jeu formel, une vraie histoire dans laquelle on peut entrer, une vraie histoire compliquée, émouvante, romanesque, et en même temps profondément pensée pour ce médium qu'est la bande dessinée. Alors, je vous montre une œuvre pas encore traduite en français, je vais vous la montrer à nouveau très rapidement. Elle est comme une autre traduction de ce que Martin Vaughan James, Robert Crumb ou Richard Maguire ont tenté de faire avec l'espace et le temps. Lint, c'est en une 60aine de pages, toute la vie d'un homme, une page par année. Et nous démarrons dans le schématique, le quasi-abstrait,
de la naissance, de la première perception, de cette perception idéographique poussée au plus loin par Chris Ware. Nous allons, avec l'enfant, apprendre à nous mouvoir, apprendre à percevoir notre contexte, entrer peu à peu dans le langage, voir notre corps, entrer dans la combinatoire, dans le jeu, dans les mots. Chaque page est un événement et nous ne savons pas encore grand-chose sur ce Jordan Lind qui sera le héros, le triste héros, l'anti-héros de ce livre. Voici l'enfant qui grandit, son univers qui se peuple, le savoir qu'il acquiert, le dessin qui se transforme, et vous voyez qu'il y a de plus en plus d'images par page. Et puis, à partir du moment où il est à l'école, sur le côté de chaque page, vous aurez l'année, la date. Un jour a été choisi dans chaque année. Ici, nous sommes dans l'adolescence, et c'est en même temps toute l'époque qui revit. Des instants, des fragments, des relations qui s'ébauchent, qui s'interrompent, des amitiés, des histoires d'amour qui ne fonctionnent pas, puis le permis de conduire, l'autonomie, la drague insatisfaite, la vie professionnelle qui ne démarre pas, les études qui n'intéressent pas, enfin tout cela est assez mélancolique comme souvent chez Chris Ware et en même temps brillant et inventif. Il y a deux lectures de ce livre, il y a cette lecture que je fais en le feuilletant devant vous et puis cette lecture que vous pouvez faire en entrant dans cette histoire et en lisant jusqu'au plus petit détail. Avec ce temps qui passe et là aussi cette incroyable contraction du temps d'une vie dans l'espace d'un livre, ces reflets, ce visage qui se transforme, l'amour qui vient, l'amour qui s'en ira, la famille. Et bientôt le vieillissement, les deuils autour de soi, les héritages, la vie passée, les occasions manquées. Et tout va se terminer sur la 4e de couverture du livre, avec le personnage qui expire et son dernier souffle. Un livre, donc une expérience, un livre pour l'instant réservé au public anglo-saxon, mais qui un jour probablement s'intégrera dans une des nouvelles histoires que compose Chris Ware, comme il l'a fait avec cet incroyable livre-objet qu'est Building Stories. Building Stories, c'est-à-dire à la fois les histoires d'un immeuble, et c'est bien de cela qu'il s'agit, et en même temps les histoires en train de se construire, les histoires en train de se faire, la manière de faire se rencontrer des histoires. Une boîte qui reprend peut-être une des idées de Lou Bappo, mais lui donne une dimension nouvelle, une boîte dans laquelle vous trouvez 15 objets, des cartes, des petits livres faits de strips, des livres plus grands, pas de couverture. Une plongée peu à peu dans cet immeuble sous toutes les dimensions, les plans, le diagramme, la circulation dans la page et en même temps d'autres moments très narratifs où l'on s'attache à l'un des personnages, où on l'accompagne dans son histoire. Nous ne sommes pas surpris de retrouver ici des escaliers, cette figure clé de la bande dessinée, cette figure qui semble appartenir très profondément à son histoire et à son rapport spécifique à l'espace. Mais il y a de la nature, de la ville, des mots, des destins, des tragédies, une femme infirme, des naissances. Vous voyez que nous pouvons entrer dans ces mondes. Non seulement il y a plusieurs petits livres à l'intérieur du livre, mais on a l'impression qu'à l'intérieur de chaque page, on peut se perdre et parfois se décourager. On peut aussi admirer simplement la page comme un ensemble, comme un tout. On voit qu'il n'y a pas que le dialogue qui peut servir à exprimer les sentiments, les sensations, les souvenirs des personnages. Et là, c'est Richard Maguire, très admiré par Chris Ware, que nous retrouvons. Un livre, un ensemble de livres qui nous donne le sentiment que le langage de la bande dessinée était encore plein de possibilités que personne n'avait vues, que personne n'avait tenté d'explorer, que peut-être la mise ensemble de beaucoup d'images sur une même page suppose d'inventer un style graphique extrêmement simple, extrêmement dépouillé, un jeu de couleurs qui parfois rappelle celui de Swart ou de Hergé, pour qu'il y ait de la lisibilité. Et je termine là-dessus, sur cette page, cette illustration récente, Why I Do Comics, Why I Love Comics, par Chris Ware, l'un de ceux qui l'incarnent le mieux. Et que trouvons-nous au-dessus de cette
image, de cette image où Chris Ware tente de nous communiquer cette idée tant combattue dans l'école d'art, où il était étudiant autrefois, au milieu de tous ceux qui voulaient faire de lui un plasticien, qu'il est un peu devenu, cette idée étant oubliée qu'une bande dessinée doit se lire, qu'elle a son propre langage, qu'elle a sa propre force, qu'elle génère des forces qui n'appartiennent qu'à elle, et que nous écrit-il, cartooning is the art of turning time back into space. Art Spiegelman, author of Mouse. Merci.